Bienvenue dans l'entretien de France 24. Impossible de se rendre à Copenhague sans rencontrer Jean-Louis Borloo, ministre d'État français en charge du développement durable. Alors, bonjour Monsieur le ministre, d'abord merci beaucoup d'être avec nous. Ce sommet, vous l'avez beaucoup attendu, vous êtes l'un des rares ministres à être venu dès son ouverture. Vous êtes déjà dans l'arène. Est-ce que ça veut dire que la lutte s'annonce difficile ? Non, pas forcément, en tous les cas vital, en tous les cas essentiel. Vous savez, Copenhague, c'est pas juste le moment. Il y a un an de préparation et de travail où il faut, au fond, rencontrer tous les pays du monde, au niveau de leurs dirigeants, d'abord pour faire baisser l'angoisse. Une espèce d'appréhension sur le changement de modèle qu'il faut avoir. Alors qu'en réalité, Copenhague, c'est pas une somme de contraintes. C'est pas une espèce de tribunal des uns ou des autres. C'est pas ça du tout. C'est un accord positif entre tous les pays. Pour les pays industrialisés, c'est au fond organiser une économie plus compétitive. Parce que émettre moins de CO2, c'est utiliser moins d'énergie, c'est donc être plus performant. Pour les grands émergents, c'est trouver l'équilibre entre une croissance encore un peu classique et au fond une économie décarbonée, ce qui est plus facile quand on connaît nos erreurs. Enfin, bon. Et puis, pour une très grande partie de la planète, c'est-à-dire les pays les plus vulnérables qui sont déjà impactés par le changement climatique, déjà, que ce soit le lac Tchad ou des grandes inondations au Bangladesh, avoir enfin une réponse du reste du monde pour permettre leur adaptation, c'est-à-dire leur développement. Les pays les plus vulnérables, vous vous y intéressez beaucoup, hein, vous avez établi une feuille de route, un plan justice-climat, vous réclamez 490 milliards de dollars pour justement ces pays les plus vulnérables. Alors c'est quand même une somme assez importante. Comment on va financer tout ça ? C'est très faible. C'est très faible. Et imaginons simplement que dans cette somme, elle va servir à équiper l'Afrique en énergie. Il y a 4 familles africaines sur 5 qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc pas accès à l'éducation, pas accès à l'agriculture de proximité, pas accès à l'emploi, pas accès au développement. Sur 2 générations, ça représente 20 ou 30 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est probablement l'investissement pour la communauté du monde la plus efficace, la plus performante. C'est là que l'énergie renouvelable est la moins chère du monde, évidemment. Donc, au fond, c'est une dépense très faible, très profitable, très rentable et moralement, par ailleurs, indiscutable. Et par exemple, pour financer ce projet, vous proposez une taxe sur les transactions financières ou mobilières. Oui. Est-ce que vous croyez que des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis peuvent accepter ça ? Je pense que la question, c'est d'abord, est-ce qu'on fait ce fonds pour les pays vulnérables ? Une fois pour toutes, est-ce qu'on sort de cette précarité énergétique, précarité humaine ? Ils vivent des conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment on le finance ? Il y a plein d'hypothèses dans ce qu'on appelle les financements innovants. Certains sont pour taxes sur les transports aériens, d'autres les transports maritimes qui sont détaxés d'une manière générale dans le monde, d'autres les transactions financières comme nous. Au fond, peu importe, le tout c'est qu'on se mette d'accord sur un financement innovant. Si on se met d'accord sur le principe du fonds et son montant, ça sera ou le budget des États ou des financements innovants. Et je prends le pari qu'ils préféreront tous le financement innovant. Vous savez, une taxe sur les transactions financières, ça va être imperceptible dans l'histoire du monde. Quand même. Oh non, moi je pense pas. Franchement, je ne pense pas qu'il y aura une grande difficulté. Le risque le plus important, c'est qu'on évite le sujet. Voilà. Que le sujet, qu'on dise, voilà, on va mettre 100, beaucoup plus que ce que je
propose en chiffre global. Je propose pour les vulnérables particulièrement, mais c'est un chiffre qui mélange l'argent privé, l'argent public, l'atténuation, l'adaptation, les grands émergents, les petits vulnérables, et du coup qu'on évite de parler de ce sujet-là. C'est ça le danger plutôt que le danger d'un non-accord sur les modalités du financement. Et le marché du carbone, vous n'y croyez plus? Dans une conférence de presse, vous nous disiez qu'il serait hypocrite de croire que c'est la solution. Pourquoi? Oui, parce que c'est pas que je n'y crois pas. Je constate simplement qu'il va de fait sur les pays les plus organisés, les plus émergents. Il ne s'adresse pas directement aux plus vulnérables. On regarde simplement l'expérience de Kyoto. Hein, ça a été des mécanismes de développement propre, le marché carbone. Or, de vous à moi, est-ce qu'il y a eu 1, 2, 3, 10, 50, 100 dossiers au Burkina Faso, au Burundi, en Éthiopie? Non, non. Donc, il faut juste analyser sereinement et honnêtement les choses. Le marché carbone, très bien, pour l'ensemble de l'adaptation et de l'atténuation, pour l'ensemble des pays en développement. Mais moi, je veux un sous-fond, voilà, très, très simple, très automatique, très annuel, très prévisible, exclusivement pour les très vulnérables. Et alors, qu'est-ce que l'Union européenne serait prête à payer? Parce que dans le Guardian, le grand journal britannique, la semaine dernière, il y a eu un article qui disait que l'essentiel des fonds européens qui pourraient être consacrés à la lutte contre le réchauffement climatique ne pourrait pas être nouveau. En fait, ce seraient des fonds qui seraient des fonds d'aide au développement et qui auraient été juste rebaptisés pour l'occasion. Ce serait un recyclage de dons. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi je suis un obsédé de ce fonds public, innovant, automatique, ciblé, précis? C'est pour éviter ou cette réalité ou cette suspicion. Voilà. Pour ça qu'il faut que ça soit très identifié dans un fonds autonome. Mais là, noir sur blanc, on a le moyen de l'éviter? Ah oui, bien sûr. La bataille va être celle-là. J'observe que c'est ce que j'ai dit à la tribune de l'ONU hier, enfin l'ONU ici, et j'ai cru sentir dans la salle plutôt un très fort soutien qu'une petite réprobation. Bon, on va revenir sur les objectifs chiffrés. Donc la France, pour l'instant, est à 20% de réduction de ses émissions de CO2 en 2020. On voudrait plutôt aller vers 30%, avec toute l'Union européenne de préférence. Quelles sont les conditions pour qu'on fixe ce chiffre de 30%? L'état du droit, si j'ose dire, les directives européennes qu'on a fait voter sous présidence française disent, adoptées en tous les cas, disent l'Europe, quoi qu'il arrive, est à 20% en 2020 par rapport à 1990, et en cas d'accord international satisfaisant, c'est-à-dire sous réserve qu'il y a un grand mouvement de tous, et notamment d'autres pays industrialisés, on pense aux États-Unis en particulier, qu'on puisse aller à 30%. Nous militons évidemment pour qu'on aille à 30%. J'ai du mal à penser que si les grands émergents, notamment la Chine, donnent des chiffres précis de réduction d'intensité carbone de leur économie et la date du pic, que si les États-Unis bougent encore un peu plus, si les autres parties du monde, je pense notamment à la Fédération de Russie, continuent à faire les propositions qu'ils font. Quand je vois ce que vient d'annoncer le Brésil, par exemple, hein, en dérive de son business as usual, enfin de sa tendance naturelle, j'ai du mal à penser que l'Europe pourrait rester très longtemps à 20%. Ça me paraît pas raisonnable. Donc les États-Unis, là vous en parliez, c'est un acteur très important. Quelles sont vos relations avec les États-Unis? On sait que vous êtes assez proche de l'ambassadeur américain à Paris. On sait que vous avez été très déçu quand Barack Obama avait dit qu'il venait le 9 décembre. Finalement, est-ce que c'est la France qui aurait poussé les États-Unis à changer leur date? Est-ce qu'on a ce pouvoir-là? Non. Vous savez, je pense simplement que la France a présidé l'accord européen, ça a duré 6 mois. Donc on a cette perception, comment mettre d'accord 27 pays. C'est pour ça que le président français a voulu qu'on soit très très engagé sur le Copenhague. Je crois qu'on peut vraiment dire que depuis un an, on a vu à peu près tout le monde, mais pas dans des réunions, en allant dans les pays directement.
pour dire, attendez, détendons-nous, tout le monde va être gagnant dans cette histoire. Je crois qu'on a fait un vrai travail, et je ne peux pas dire que c'est tel ou tel qui a eu un effet aussi direct, mais l'intensité de la diplomatie française. Bernard Kouchner était à l'ONU hier ou avant-hier pour parler des financements innovants. Enfin, vraiment, la diplomatie française s'est déployée, et c'est vrai que tout ça, ça a de l'influence. En plus, on a une crédibilité puisqu'on a, nous, organisé un accord 27 qui était très difficile à organiser en décembre dernier. Donc on a, je crois, une certaine crédibilité. Et c'est vrai que les rapports sont bons avec les États-Unis, mais on leur dit, écoutez, un grand pays comme le vôtre, qui est à plus de 23 tonnes par habitant et par an, c'est-à-dire 3 fois la France quand même. Bon, vous ne pouvez pas continuer à dire qu'au mieux vous ferez 3-4% de moins par rapport à 1990. Enfin, c'est un message à vos universitaires, à votre jeunesse, à votre industrie, à vos compatriotes qui est étrange. Et ça marche, ce genre de discours ? Étrange. Mais tout ça est dit très gentiment. Quand le président Obama, d'abord au début, il n'était pas prévu qu'il vienne. Mais c'est pas possible. Donc on a organisé la croisade pour que tous les chefs d'État, puis il dit, vient le 9. On l'a félicité. On lui a félicité, on lui a dit c'est formidable, c'est le bon président des États-Unis, c'est le bon endroit de Copenhague, on a juste un petit problème de date, ça serait mieux. Bon. Je ne dis pas que le président français, le président Sarkozy, l'a eu au téléphone à 2 reprises pour lui dire tout ça. Gentiment, nous on n'est pas là, une fois de plus, Copenhague, c'est pas la mise en accusation des autres. C'est la conviction générale, c'est le 17 et 18. Oui, c'est le 17 et le 18 que beaucoup de choses vont se passer. Et on sera là, bien sûr, pour suivre tout ça. Merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien, Monsieur le Ministre. Restez avec nous à Copenhague sur France 24. Merci.